Salut tout le monde, c'est Julian. On se retrouve pour un nouvel épisode de Parcours du combattant. Vous connaissez le concept, j'ai un bol devant moi avec 10 questions que vous m'avez posées sur LinkedIn et je vais vous y répondre a cappella. C'est parti. Ok, c'est parti pour les premières questions. Tu penses quoi des lead magnets? Certains disent que ça ne fonctionne plus. Qu'en est-il réellement? Trop cool la question. J'adore les lead magnets. J'en fais très souvent. Déjà, c'est quoi un lead magnet? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, dans le cas d'un lead magnet post sur LinkedIn, c'est un post qui va créer du FOMO avec une intrigue, avec une situation avant, après, une stratégie au milieu qui permet de collecter des leads pour une offre. Souvent, on fait du lead magnet pour collecter du lead pour une offre B2B. Donc, par exemple, sur LinkedIn, moi, j'ai dû faire des centaines de posts lead magnet et ça va toujours commencer par j'ai réalisé cette performance et je l'ai fait grâce à ces stratégies. Avant, je faisais ça, ça ne marchait pas. Maintenant, je fais ça, ça marche. Et si tu veux recevoir ces stratégies, commente, like et interagis avec le post. Donc, c'est un peu la structure d'un lead magnet template de manière générale. Et ce lead magnet, en fait, c'est très puissant parce que ça permet de, en bootstrappant, en investissant très peu d'argent, d'avoir des leads qualifiés qui vont vous permettre de valider votre idée si vous êtes en phase de la maturation d'idée ou même de générer des ventes si vous avez déjà une offre qui est vendable, etc. Donc, un lead magnet, c'est ultra pertinent. Ça marche surtout sur des offres B2B, surtout sur LinkedIn et Twitter. Twitter, ça marche de plus en plus. Et il y a plein de choses à respecter pour faire un bon lead magnet. Donc, c'est surtout ça la question. Je pense que ce n'est pas est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, mais il faut trouver comment le faire fonctionner. Et pour qu'un lead magnet fonctionne, il y a 3 étapes. Petit doigt, un problème. J'arrive jamais à le faire. Donc, 3 étapes. La première étape, c'est il faut faire un post qui crée du FOMO et qui intrigue. Donc, pour faire un post qui crée du FOMO et qui intrigue, il y a une structure à respecter. Il y a un template précis. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'un, il y a plusieurs templates, il y a plusieurs types de lead magnets. Si vous voulez, je vous le mettrai en bio. J'ai fait un document justement cette semaine sur les 10 différents types de lead magnets. Et donc, vous avez un template à respecter avec un hook. Les 3 premières phrases doivent créer de l'intrigue et créer du FOMO. Vous devez parler de chiffres concrets. Vous devez montrer une situation avant vs après grâce à votre stratégie. Vous ne devez pas mentionner par exemple le côté guide, ressources, mais plutôt parler de PDF, script, méthode. Donc, il y a vraiment des bonnes pratiques à respecter pour que votre post soit engagement friendly. Parce qu'en fait, à la fin, un lead magnet fonctionne si vous avez de l'engagement dessus, si les gens commentent, interagissent, like. Et c'est ça qui fait que c'est un bon lead magnet. La deuxième partie pour que ça soit un bon lead magnet, c'est le document que vous envoyez, donc la lead magnet ressource. La lead magnet ressource, donc c'est le document que vous allez envoyer quand les gens sont intéressés de recevoir votre lead magnet. Il faut qu'elle soit aussi travaillée que votre post en question parce que c'est ça qui va permettre de closer pour 60% du temps. C'est-à-dire que les gens ils vont vous demander votre lead magnet ressource, mais ils ne vont pas devenir clients dès la première interaction avec vous. Ils vont devenir par contre clients si jamais ils reçoivent de la valeur dans votre lead magnet ressources. Donc pour ça, vous pouvez faire soit un Notion avec tout votre contenu à haute valeur ajoutée qui est le contenu du coup que vous vendez sur votre lead magnet. Soit vous pouvez faire par exemple une page dédiée sur votre site internet, soit ça peut être un PDF que vous envoyez. Moi, ce que je recommande, c'est que vous contrôliez le flux et le trafic du document que vous envoyez. Donc, si vous envoyez un PDF, vous n'allez pas voir combien de personnes sont venues, combien de personnes sont restées sur la page et combien de temps. Alors que si vous envoyez par exemple que ce soit un lien hosté sur votre site ou un lien sur un outil dédié, vous allez pouvoir avoir les analytics. Donc, je vous conseille de faire ça. Et le troisième point qui est super important pour faire un bon lead magnet, c'est la distribution. Je vois trop de gens qui font des lead magnets mais qui ne les distribuent pas derrière. C'est-à-dire qu'ils passent du temps à faire leurs posts, qu'ils passent du temps à faire leurs ressources, mais qui ne le distribuent pas derrière. Moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je fais un lead magnet, je vais contacter au préalable 10 à 20 personnes qui peuvent être intéressées par ce lead magnet, à qui je vais envoyer des messages, je vais nurturer, etc. Et quand je sors le post, je vais leur envoyer le post ou même je vais leur dire « Regarde sur le feed, j'ai fait un nouveau post qui risque de te plaire ». Comme ça hack un peu l'algo. Et là, du coup, je vais avoir directement de l'engagement dès les premières heures. Et c'est ça qui va faire qu'un post a plus de chances de marcher sur LinkedIn. Encore plus en lead magnet. Et c'est la même chose pour Twitter.
Donc honnêtement, rappelez-vous que pour faire un bon lead magnet, il faut un bon post qui suit le bon template ou l'un des bons templates qui crée du hook, qui crée de l'intrigue et qui donne envie de commenter, d'interagir pour recevoir le document. 2, créer un document lead magnet qui lui-même va pouvoir vendre. Donc, il faut qu'il soit hosté sur un site pour que vous puissiez traquer Analytics et qu'il y ait beaucoup de call to action, que la structure soit bien faite pour convertir les gens au moins sur un appel. Et 3, il faut distribuer ce lead magnet correctement. Au préalable, rencontrer et discuter avec des gens qui peuvent être intéressés, les nurturer et du coup leur partager le lien ou leur dire j'ai partagé un nouveau post, va sur le feed et ça va te plaire. Ok, deuxième question. On veut connaître les dernières strats utilisées aux US pour les pubs d'app consumer. Ok. Ok, trop bonne question. En ce moment, il y a une grosse trend aux États-Unis. Il y a beaucoup de jeunes qui créent des apps mobiles consumer sur une seule feature qui peut être très Instagrammable et TikTokable. C'est-à-dire qu'il y a des gens, souvent des jeunes de la Gen Z, qui vont regarder les concepts sur TikTok ou qui vont penser à des concepts qui peuvent être intéressants sur TikTok et qui vont adapter ces concepts sur une app mobile. Et donc, on voit fleurir plein de petites apps qui sont avec une feature only, une fonctionnalité seulement et qui sont ultra TikTok, Instagram friendly. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, il y a plein de nouvelles créatives qui apparaissent et qui mettent en avant du coup ce genre d'app. Donc, pour répondre à ces questions, je ne vais pas forcément parler de stratégie parce qu'aujourd'hui, on arrive à un point où les stratégies se ressemblent. Par contre, ce que je peux vous parler, c'est des tendances et des trends que j'ai vus aux États-Unis, notamment sur les apps consumer. Ça tombe bien que vous me posiez cette question. J'ai vu une trend ce matin qui est super drôle. Je vous la mettrai en screen sharing là. En fait, c'est un concept assez marrant. Les vidéos TikTok, c'est des vidéos TikTok qui mettent en avant un pack avec 5 images qui correspondent à une situation. Et en fait, les gens détournent ce format-là pour en faire des ads ou en faire des vidéos qui vont générer du trafic, de l'acquisition, etc. pour leur propre app. Et donc, il y a plein de formats comme ça et de nouveaux formats de créatifs gagnants qui sont sur TikTok et Instagram. Et le but, c'est de les trouver. Et pour les trouver, donc, il faut aller sur TikTok, sur le fil, se balader, demander à des jeunes sinon qui scrollent toute la journée TikTok. Moi, j'ai une petite technique, c'est que pour identifier des nouveaux formats de créatives pour des ads qui fonctionnent, ce que je fais, c'est que j'ai un groupe WhatsApp avec 10 personnes, 10 jeunes par thématique, donc 10 jeunes qui vont être dans la gaming industrie, 10 jeunes qui vont être plus dans le côté social, 10 jeunes qui vont être dans le côté dating. Et à chaque fois que j'ai une question sur une créative ou que je veux faire de la veille, en fait, je leur demande de m'envoyer eux sur quoi ils ont scrollé cette semaine qui les a marqués. Et souvent, c'est drôle parce que c'est comme ça qu'on trouve des bonnes idées de créatives qui viennent des États-Unis parce que les jeunes sont du coup américains et qui peuvent être réplicables et duplicables pour le marché français ou d'autres marchés. Donc je ne vais pas parler de grosses stratégies ici, mais je vais parler de formats de créatives qui arrivent depuis les États-Unis et qui en France ou dans d'autres marchés européens se dupliquent. Entre Google Ads et TikTok Ads, lequel donne les meilleurs résultats pour le B2B selon toi? Ok, alors c'est une bonne question si… ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est deux régies qui sont hyper intéressantes. Moi, Google Ads, je l'utilise pour faire des campagnes intentionnelles, c'est-à-dire il y a des gens qui cherchent des mots-clés ou qui cherchent des phrases qui sont pertinentes pour mon business, ben, pourquoi pas leur montrer mon business. Pour ça, je fais quoi? J'utilise des outils comme Answer the Public. Ça te donne des questions que les gens vont se poser par rapport à ton business. Donc moi, je vais aller faire des campagnes qui répondent à des recherches intentionnelles. Je vais aussi faire des campagnes concurrentielles, donc des gens qui recherchent mes concurrents ou des gens qui me recherchent à moi avec les concurrents target. Et je vais faire beaucoup de retargeting aussi sur Google. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des nouvelles régies, notamment TikTok, qui permettent de faire de la lead gen avec des résultats qui peuvent être beaucoup plus exponentiels. Parce que Google, ça va vite coûter cher, ça va vite être limité sur OK, budget, funnel, campagne. Là où TikTok, on peut avoir des bonnes surprises dans l'effet de viral que ça peut avoir. Donc moi, je pense qu'il faut faire des deux.
Maintenant, encore une fois, TikTok, il faut que vous sachiez que vous parlez quand même à une audience assez jeune, qu'ils ne sont pas conditionnés sur la conversion. C'est des gens qui ont une expérience entertainment où ils vont regarder des vidéos, ils vont tomber sur les vidéos, ils vont peut-être intéresser, mais ils ne vont pas avoir une envie d'achat directement. Donc, je pense qu'il faut combiner les deux et ça marche si vous le faites dans un cadre où l'audience que vous targetez peut être intéressée par vos offres. Il y a des offres qui ne peuvent pas se vendre sur TikTok parce que l'audience ne sera pas au rendez-vous ou parce que le format TikTok, qui est un format feed, vidéo rapide, short, ne peut pas être intéressant pour tous les business et toutes les offres. Donc les deux sont intéressants. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire du Google pour targeter les recherches intentionnelles, concurrentielles, retargeting et autres. Un peu de lead gen, mais peu. Et TikTok, si vous voulez expérimenter la lead gen qui peut être exponentielle, notamment sur des offres qui targetent des Gen Z ou qui peuvent avoir les codes de TikTok sur le format short, vidéo short, quoi. Ok, c'est parti. Comment faire un bon lead magnet qui convertit bien? Ok, donc on a un peu parlé des lead magnets avant, mais j'ai un bon apprentissage pour vous pour la conversion. Un lead magnet qui convertit, ça va se passer à deux étapes. À l'étape du post et donc de la première interaction des gens et à l'étape de la ressource et donc de la visualisation du lead magnet par les gens. Quand vous faites un post lead magnet et que les gens interagissent, ils vont commenter ou liker votre post, il faut que vous répondiez à leurs commentaires en leur disant que vous avez envoyé la ressource par message privé sur LinkedIn. Et il faut que vous fassiez pour 20-30% des gens des messages personnalisés à chaque fois. C'est-à-dire que pour 60% des gens, ça sera des gens qui ne seront pas forcément pertinents pour votre business et du coup, vous pourrez leur envoyer une séquence automatisée. Mais pour les 20, 30, 40% restants qui sont pertinents, il faut envoyer des messages personnalisés où vous allez qualifier la personne avant de lui envoyer des magnettes. Donc moi, par exemple, ce que je fais, c'est que quand j'ai un post magnet, j'ai 60% des gens, je sais qu'ils ne sont pas pertinents, je vais leur envoyer un message automatisé en utilisant Phantom Buster. Et 40% des gens, je vais leur envoyer un petit message du style « Hey, j'ai vu que tu as commenté ma ressource, est-ce que tu veux que je te l'envoie ici ?» Point d'interrogation, c'est tout. Donc là, vous allez favoriser l'interaction. Donc là, il va vous répondre oui, non. Ensuite, après, vous allez pouvoir lui dire « Ah, trop cool, je t'envoie ça ici. Juste avant que je t'envoie ça, est-ce que tu as besoin d'un audit personnalisé pour ça en même temps ?» Et là, c'est là où vous pouvez proposer, par exemple, si vous avez une boîte de service, une agence, un audit personnalisé qui peut donner lieu à une propale. Ou si vous avez un SaaS, vous pouvez dire, par exemple, « Est-ce que tu veux que je t'envoie l'accès à mon outil parce que d'ailleurs, il permet de faire ça, ça, ça. » Et donc là, vous allez optimiser la conversion. Le deuxième moment où vous pouvez optimiser la conversion, c'est au moment du lead magnet ressource. Donc, c'est le document que vous envoyez. Là, ce que je fais, c'est que je donne un maximum de valeur, mais je mets aussi des call to action qui donnent envie d'avoir plus de valeur, mais qui, pour avoir cette valeur en plus, il faut jump dans un call avec moi. C'est-à-dire que je vais parler sur la lead magnet de tracking, je vais expliquer comment faire le tracking server-side, etc. Et je vais dire, par contre, attention, si vous faites de tracking server-side, il faut mettre en place un bon consent mode. Et pour le consent mode, si vous voulez qu'on le mette en place ensemble, on se prend un petit call de 30 minutes gratuit et je vous montre ça. Et dans ce call-là, vous allez pouvoir essayer de closer le client sur une mission d'accompagnement ou autre. Donc pour rappel, le lead magnet post, vous interagissez directement avec 30-40% des gens avec du personnalisé, pas d'automatisé. Et quand vous envoyez la ressource, vous donnez de la valeur dans cette ressource, mais vous mettez beaucoup de call to action vers un call où vous allez donner encore plus de valeur. Et du coup, vous aurez beaucoup de calls que vous pourrez convertir en clients. Comment adapter sa stratégie ads quand les coûts d'acquisition explosent? Alors, bonne question aussi. Si les coûts d'acquisition explosent, il y a plusieurs sujets. Il y a est-ce que votre stratégie, votre targeting est correctement configuré? Dans la plupart des cas, aujourd'hui, les régies, si vous leur faites confiance, si vous faites confiance à l'algo, ils vont faire du bon taf. C'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, il y avait un gros sujet de targeting ciblage. Aujourd'hui, si on regarde sur Meta, si on regarde sur Google, c'est plus trop le cas. Le ciblage est affiné par les algos et eux savent mieux qui targeter que vous. Maintenant, il y a un sujet de créative et de funnel. Donc créative, c'est ce qui touche à l'annonce, que ce soit du créative texte, que ce soit du créative vidéo, short and co. Là, il faut que vous fassiez des itérations et c'est comme ça que vous allez baisser vos coûts d'acquisition. Pour faire des itérations, vous pouvez par exemple dupliquer des créatives pour avoir des tests et scale ça davantage. Vous pouvez utiliser des créatives IA qui vous permettent de faire des itérations
assez ciblés sur certains passages. Vous pouvez aussi faire des créatives avec séquençage par interaction, c'est-à-dire qu'en fonction des pubs et des campagnes, vous allez passer une créative en particulier. En fonction des interactions des leads avec ces créatives, vous allez pouvoir affiner la qualification du prospect et donc leur partager une ads plus pertinente ou un funnel plus pertinent. Donc bref, vous devez faire des tests continuels sur les créatives, c'est super important. Et ensuite, en fonction du funnel, si votre coût d'acquisition il augmente parce que derrière, en fait, vous ne convertissez pas, il y a un vrai sujet de est-ce que c'est le bon funnel ou pas. Il y a beaucoup de plateformes SaaS ou même d'apps mobiles qui vont se contenter d'une ads avec un sign-up, free trial, etc. Je pense que vous pouvez aller plus loin. Nous, ce qu'on fait, c'est on envoie de la valeur directement et donc quand on envoie de la valeur directement, on donne par exemple un accès lecture seule sans avoir besoin de code qui donne de la valeur et qui donne envie de récupérer le document et derrière, on demande l'email pour récupérer le document, etc. Enfin bref, vous pouvez optimiser vos funnels pour optimiser ces coûts de conversion. Après, il faut comprendre qu'aussi les ads, il y a des moments où il faut aller voir la bonne régie. Si votre coût d'acquisition il explose sur Google parce que c'est ultra concurrentiel, peut-être que vous avez quelque chose à faire sur LinkedIn par exemple qui n'est pas forcément aussi exploité sur votre industrie, votre offre, votre secteur. Donc essayez d'aller voir aussi les autres régies. Maintenant, je ne peux pas vraiment répondre en détail si je n'ai pas le contexte sur ça. Est-ce que c'est pertinent de lancer des Facebook Ads en 2024 avec un petit budget ou est-ce que c'est trop saturé? Bon, Facebook Ads, donc Meta Ads, je pense que c'est toujours pertinent personnellement. Je pense que vous pouvez en faire. Maintenant, ça dépend de votre typologie de business et ça dépend là où vous le passez en priorité. Honnêtement, moi, je commence très rarement par des Meta Ads, que ce soit pour des SaaS ou que ce soit pour des apps mobiles. Moi, je commence souvent par faire des stratégies organiques que je vais booster via du Google Ads ou via du TikTok Ads où on peut avoir des résultats assez rapides et des bonnes surprises. Meta, c'est plus quand je vais commencer à vouloir scaler, aller chercher plus de lead gen. Moi, je le fais dans un second temps. Dans un second temps, ça peut être très fort dans le cas où, par exemple, vous avez vos premières campagnes LinkedIn Ads, vous ramenez des gens sur un funnel, vous captez de la valeur avec un pixel Facebook et derrière, vous nourrissez Meta Ads pour qu'ils vous trouvent des audiences similaires à ce que vous avez ramené depuis LinkedIn Ads ou depuis même vos stratégies organiques. Et derrière, il y a un vrai sujet de créative. Aujourd'hui, Facebook, c'est assez concurrentiel, comme vous le voyez. Donc, c'est qui va faire la meilleure créative. Là où il y a 5-10 ans, vous aviez 1, 2, 3 players pour une offre sur un marché avec une spécificité. Aujourd'hui, vous avez 20 offres, voire 50 similaires. Donc, il y a vraiment un jeu de créative. Et faire des créatives, ça coûte de l'argent aussi. Donc, ça dépend si vous avez un budget à allouer et si vous êtes prêt à faire des tests et vous laisser la bande passante pour faire les tests. Donc oui, Facebook Ads, c'est toujours intéressant, mais je pense qu'il faut avoir un budget minimum de, si vous faites du SaaS, 1500, 2000 euros par mois à mettre et des bonnes créatives derrière qui suivent parce qu'il y a beaucoup d'itérations et beaucoup de concurrence sur ce sujet-là. Je ne connais pas les ads, mais j'aimerais investir dedans. Sur quelle régie et comment lancer ces ads en B2B? Ok. Donc, c'est une bonne question. Ça rejoint un peu les autres, mais concrètement, moi, ce que je préfère faire, c'est des funnels et des tests organiques. Donc, on commence par exemple avec des lead magnets sur LinkedIn, Twitter, de l'outreach email, Twitter ou LinkedIn, toujours pareil, ou même des contenus organiques que vous allez balancer sur des plateformes comme TikTok, Instagram. Vous allez commencer à faire de l'organique pour tester votre acquisition, tester vos arguments, tester votre ICP. Une fois que vous savez quel est votre ICP, quel est l'argument qui vend ou quels sont les arguments qui vendent en fonction de l'ICP et que vous êtes assez serein sur votre produit market fit, à ce moment-là, il faut investir dans le marketing payant parce que c'est là où vous allez commencer à comprendre et maîtriser vos business units qui sont importantes. Donc, quel est votre coût d'acquisition client, quel est votre coût d'acquisition par publicité, ROAS, etc. Et donc là, c'est important de faire des ads. Et pour la bonne manière de faire des ads, la bonne roadmap, c'est commencer par booster ce qui fonctionne. Donc, imaginons que vous avez donc vos funnels organiques qui fonctionnent sur du lead magnet LinkedIn. Vous allez pouvoir faire des landing pages dédiées et booster ça en intentionnel ou en lead gen sur du Google. Vous allez pouvoir faire la même chose sur du TikTok ou du Meta avec des funnels qui ont fait leur preuve en organique. Ensuite, une fois que vous avez fait ça et que vous commencez du coup à scale un peu vos funnels qui de base étaient organiques et maintenant sont hybrides, vous allez pouvoir commencer à transformer vos funnels un peu en silos en 360.
C'est-à-dire que vous allez passer d'une stratégie un peu, vous avez boosté ce qui fonctionnait, à une stratégie de funnel 360. Vous allez prendre du recul et vous allez voir quelles peuvent être les synergies entre tous les funnels. Et typiquement, par exemple, vous allez pouvoir avoir une stratégie, je ne sais pas moi, d'ads sur du LinkedIn qui va renvoyer sur une landing page. Cette landing page, vous allez capter le flux et vous allez vouloir le retargeter sur une ads Google. Votre séquence email que vous avez prévue à votre onboarding, vous allez pouvoir l'envoyer avec une certaine variation à cette audience. Et en fait, vous allez pouvoir visualiser tout en 360 interconnecté. Et ça, c'est important. Mais c'est en dernière partie. Donc, ouais, pour résumer, 1, commencez par de l'organique toujours. 2, allez sur des régies comme Google, LinkedIn ou même TikTok où vous pouvez scaler des stratégies qui ont fonctionné. Essayez de faire une régie à la fois et de faire attention à votre tracking, vos conversions, etc. Et 3, une fois que vous avez 1 ou 2 régies avec des funnels gagnants, commencez à prendre de la hauteur pour voir comment vous pouvez faire plus de synergie entre elles. Typiquement, les campagnes de retargeting peuvent retargeter des leads qui viennent de plein de plateformes différentes alors que vous allez utiliser que par exemple du Google, donc une régie. Donc attention à ça, n'oubliez pas de passer en full funnel. Quelle est la meilleure approche pour retargeter des visiteurs sans être trop intrusif? Ok, c'est une bonne question aussi. Moi, ce que je fais déjà, c'est que quand je retarget des visiteurs ou des leads, etc., je fais des segments d'audience ultra personnalisés. Donc, je vais faire un segment d'audience, par exemple, sur les gens qui ont visité le site, qui ont demandé un devis et qui ont demandé un devis avec ses paramètres. Et donc, je vais les classifier dans un segment d'audience très, très précis. Comme ça, je vais pouvoir derrière avoir des ads et des campagnes qui sont ultra adaptées à ces segments d'audience. Donc, dans le cas d'une agence, vous pouvez faire ça en collectant les données d'un firm. Dans le cas d'un SaaS, vous pouvez faire ça en collectant les données de l'onboarding ou même s'il n'y a pas eu d'onboarding, collecter d'où viennent les leads. S'ils viennent par exemple d'un lead magnet spécifique avec un besoin spécifique, vous allez pouvoir l'ajouter dans un segment spécifique. Donc bref, faire des segments ultra personnalisés et derrière faire des campagnes qui sont en lien avec ces segments-là et qui vont faire évoluer votre lead. Typiquement, si vous avez un lead qui a fait une demande via votre forme pour avoir une prestation de service, je sais pas moi, SEO et qui a cette typologie d'entreprise avec ce nombre d'employés, etc., vous allez pouvoir réfléchir à des campagnes qui peuvent apporter de la valeur à ce type d'entreprise qui recherche ce type de service, etc., via du retargeting, donc lead magnet ou offre principale. Et donc, une bonne campagne de retargeting, c'est une campagne de retargeting qui est axée sur un segment ultra personnalisé et avec une campagne et un funnel ultra personnalisé. C'est quoi le plus important pour faire des ads rentables? Le ciblage ou la créative? Ok, donc très bonne question. Ça a un peu évolué. Comme je vous disais, il y a 5-10 ans, on était beaucoup à prendre notre temps sur le ciblage, le targeting, les audiences, les intérêts, les sources. Aujourd'hui, il y a un petit travail de setup, mais l'algorithme est très très fort à ça. Et ce qui va faire la différence, vu que l'algorithme est très fort et que du coup, plus de gens vont être ciblés par des ads qui sont pertinentes, c'est la créative derrière. Donc concrètement et clairement, la créative, c'est le plus important. Maintenant, comment faire une bonne créative? Toujours pareil, il faut que vous testiez des formats en organique pour voir sur du feedback user qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Pourquoi c'est intéressant de le faire en organique? C'est parce que vous aurez du feedback client potentiel plus rapidement. Ou si vous avez un budget assez important, vous pouvez vous permettre de faire des tests dès le début. Bref, il faut faire des tests pour voir quel créatif fonctionne, quel créatif ne fonctionne pas. Il y a des formats de créatifs qui sont plus pertinents que d'autres. Il y a des formats de créatifs qui closent plus que d'autres. Pareil, je vous mettrai en bio une liste de 5 créatives qui ont fait leur preuve pour du B2B SaaS et 5 créatifs qui ont fait leur preuve pour des apps consumer avec abonnement. Donc toujours pareil, vous pouvez prendre des bases adaptées par rapport à votre business, votre projet, votre offre et faire des itérations. Mais les créatifs, c'est le plus important. La dernière question du coup, si mon site perf bien en SEO, est-ce que c'est pertinent de faire des ads? Bon, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de synergie entre SEO et SEA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez avoir un site qui perf bien en SEO, mais pas avoir d'objectif de lead gen direct.
Je ne sais pas, vous avez par exemple un blog, vous avez des bonnes positions SEO, on vous trouve sur le Google Search assez facilement, c'est cool. Mais si vous n'avez pas d'objectif de conversion, de page capture, etc., les ads, ce n'est pas trop pertinent pour vous. En tout cas, ça va permettre de booster vos articles et de booster vos positions, mais ça ne va pas être un game changer. Le SEA et les ads de manière générale, c'est intéressant si vous avez des objectifs de conversion. Si vous voulez générer des calls, générer de la demande formulaire, générer du sign-up, générer des ventes. Et donc, la question à se poser, c'est si vous avez un bon site avec du SEO en place et est-ce que vous avez des pages de capture et des choses qui peuvent être intéressantes à booster en SEA. Si c'est le cas, si vous avez un bon site SEO et vous avez des pages capture à booster en SEA, c'est très bien d'avoir un site SEO. Maintenant, ça ne va pas être game changer sur les SEA. Souvent, c'est l'inverse. Souvent, si vous avez du bon SEA, donc du bon Google Ads par exemple, ça va vous aider sur les SEO. Mais l'inverse, c'est un peu moins flagrant parce que les campagnes SEA vont être vraiment focus sur comment vous les avez set-up, quel target l'algorithme va chercher pour vous et qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir comme résultat de conversion. Maintenant, il y a un effet composé direct en faisant de SEA ou SEO, c'est que vos positions organiques vont augmenter de la même façon que votre site va être mieux référencé parce que vous envoyez un signal à Google qui est j'ai investi, j'ai payé pour mieux être ranké. Donc Google va bien évidemment vous mettre en avant, même si on ne connaît pas exactement l'algorithme de Google. Donc je ne peux pas dire avec certitude à quel degré. Donc pour résumer, si vous avez un site SEO qui est bien référencé avec des pages capture, c'est intéressant de faire du SEA, de faire du Google Ads pour aller chercher des mots par exemple dans lesquels vous n'êtes pas bien ranké en SEO, il y en aura toujours. Et c'est intéressant pour faire des synergies, ramener du nouveau flux, etc. Surtout que si vous avez un bon SEO, c'est-à-dire que votre site va retenir les gens quand même. Donc, c'est intéressant. Maintenant, si votre site SEO n'a pas forcément de page de capture ou d'objectif de conversion, ce n'est pas forcément très utile et très pertinent. Il y a d'autres stratégies qui sont plus pertinentes pour renforcer le SEO sur des blogs, des articles, etc. sans objectif de conversion. Voilà, c'était le parcours du combattant, ce 3e épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like et si vous avez des commentaires, des questions notamment startup, mettez-les en commentaire, on vous répondra directement. On se retrouve du coup dans un mois avec un nouveau épisode avec mon associé Panam ou peut-être Robin, on verra. Mais en tout cas, c'était un plaisir, j'espère que vous avez kiffé. La vie.